Et bonsoir, bienvenue dans Heliocast. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver, je suis très bien accompagnée ce soir. Mais c'est notre 19e émission Heliocast. 19e déjà 19e, donc c'est-à-dire que la prochaine sera la 20e, je suis très heureuse. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur Heliocast. Pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, Heliocast, c'est une émission de vulgarisation sur le design, les métiers de la création et de l'artisanat. Donc on englobe un petit peu tout ça. Et l'idée, c'est de parler un peu de tous ces métiers, de vous montrer qu'il existe plein de choses super chouettes avec des invités qui font des trucs trop cool. Et notre invité de ce soir, c'est Pierre-Yann. Et coucou. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Merci beaucoup. Oui, ça va, merci. Je sais pas que... Je fais comme si on s'était pas vu avant en fait. On s'est pas du tout vu. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, donc tu es le fondateur du studio Recto Verso. Donc on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais globalement, on va parler typographie, on va parler de belles lettres et on va parler d'édition et donc de beaux livres également. Et du coup, on n'est pas seul avec Pierre-Yann puisque nous sommes accompagnés d'Ator. Coucou. Et de Émilie. Coucou. On va pouvoir passer à la partie interview donc. Est-ce que tu es prêt pour cette petite partie Oui. interview? Première question, la plus simple globalement, mais c'est est-ce que tu peux déjà te présenter et expliquer un peu de manière assez accessible ton métier? Oui, je suis Pierre-Yann, je suis le créateur et le directeur artistique du studio Recto Verso. On a un studio de design graphique à Paris et on fait principalement de l'édition, mais également du web et du motion, etc. Avec un fort ancrage en typographie. Et du coup, au sein de notre studio, on publie une collection de nuanciers typographiques qui s'appelle Typologie. Oui, on va en parler ce soir de ces petits nuanciers. Tu nous les as emmenés en plus, donc on pourra vous les présenter un petit peu. Absolument magnifique. Vous les voyez pas trop, mais vous inquiétez pas, on vous montrera un petit peu ça. De toute façon, je vais mettre des images, mais en même temps, comme ça, vous pourrez voir un peu. Enfin, on verra ton travail. Voilà un petit peu pour ça. La typo, c'est la vie. Mais oui, complètement. Oui. Et du coup, donc tu fais aussi de l'édition. Donc on va parler un peu d'édition aussi ce soir. Valentin qui nous dit j'ai le rouge, il est trop stylé. Il est trop bien. Il y a déjà des fans. Du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit déroulé de ton parcours, comment est né le studio, depuis combien de temps Oui, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique parce que je viens de l'édition en fait. Donc moi à la base, je vais devenir vraiment éditeur de livres, éditeur de littérature en fait. Je m'étais pas du tout prédestiné à travailler dans le design graphique. Et en fait, mes premiers stages, c'était vraiment chez Flammarion, aux éditions Flammarion, au service des manuscrits notamment. Donc là, on recevait les manuscrits. Et moi, je m'étais vraiment dit que j'allais devenir éditeur de littérature. J'étais très attaché au livre en tant qu'objet depuis très longtemps, mais plutôt du côté des textes et des auteurs. Et en fait, de fil en aiguille, au cours de mes études, qui sont vraiment des études d'édition, j'ai fait en fait une alternance pendant 1 an à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Et j'étais dans le département en fait où là on faisait les beaux livres et les livres d'art. Et donc j'ai commencé vraiment à être à la fois un pied dans l'art et à la fois dans l'édition. Donc c'était un nouveau monde qui nous s'offrait à moi. On a commencé à travailler avec des graphistes au sein de la Fondation Cartier. Et quand j'ai dû changer d'alternance pour mon master, je suis allé chez Flammarion, mais là du coup au côté beaux livres et au livre d'art. Je suis resté pendant 2 ans et il faut savoir que dans les maisons d'édition, on travaille avec des graphistes externes. Et donc, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire et pas les 5 ans d'études que j'ai passé. Au moment. Et je suis tombé fou amoureux à la fois des beaux livres, de la typo, que j'ai vraiment appris à ce moment-là à bien connaître. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, du coup, petit à petit, j'ai bifurqué progressivement vers le design graphique. Mais en pur autodidacte, donc j'ai pas fait d'études de design. Ce que j'allais dire, est-ce que c'est quelqu'un quand même qui t'a un peu mis le pied à l'étrier en mode, qui t'a parlé un peu typo, ou est-ce que t'as vraiment... Oui, carrément. En fait, pendant mes études, les 2 premières années d'études à l'UT à Bordeaux, on avait un intervenant qui s'appelle Jean-Baptiste Morisot, qui est un typographe en fait, qui aujourd'hui a fait des typos chez Black Fondery et qui a sa propre fonderie qui s'appelle Phantom Fondery. Alors, je fais juste une aparté, mais est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une fonderie? Oui, une fonderie, c'est historiquement, c'est eux qui fondaient des caractères en plomb, d'où le terme fonderie, parce que c'était vraiment lié à la métallurgie quasiment de la typo. Et maintenant, c'est des distributeurs et des éditeurs de caractères en fait, en quelque sorte. Donc une fonderie, elle édite en quelque sorte des typographies qui sont ensuite distribuées et commercialisées en numérique. On appelle toujours ça des fonderies, même si elles sont aujourd'hui numériques.
Et du coup, lui, il nous avait vraiment fait une introduction à la fois à la typo et à la fois au graphisme. Et j'ai eu des cours de PAO pendant mes études, mais c'était vraiment plus pour nous apprendre voilà, comment fonctionnaient les logiciels InDesign, apprendre vraiment les bases. Et après, tout le reste, je l'ai appris sur mon temps libre à côté de mes études principalement. Et voilà, jusqu'à la fin de mes études. Et en fait, pendant mes études aussi, on a monté une maison d'édition avec 2 amis. Trop cool. Et ouais, je m'occupais en fait de la partie graphique à ce moment-là. Donc du coup, c'est vrai que vu qu'on commençait à avoir une revue et on publiait notamment des designers graphiques et aussi des auteurs et aussi de la bande dessinée, du coup, je me suis occupé de la maquette à ce moment-là. Donc j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis à ce moment-là pour vraiment voilà, essayer de me mettre vraiment au niveau des gens avec lesquels on allait travailler dans cette revue-là, quoi. Et donc, j'ai fait ça pendant mes études, à côté de mon alternance. Donc, tellement de boulot. Ouais, j'étais assez occupé à ce moment-là. Ouais, je viens de croire. Voilà. Et du coup, à la fin de mes études, en fait, on avait notre maison d'édition, on voulait s'y consacrer voilà, autant qu'on pouvait. Donc, du coup, on s'est tous les 3 mis en freelance, chacun dans notre domaine respectif. Donc, il y avait Éloi, que je salue, s'il est de passage ici, je crois que oui. Qui était plutôt lié à bande dessinée, qui faisait de la presse. On avait un autre pote qui était vraiment dans l'édition, vraiment relecture de texte. Et moi, je me suis mis dans le graphisme à côté de ça, en freelance à ce moment-là. Donc, au début, jusqu'à avoir notre maison, et après, en travaillant pour mes premiers clients à ce moment-là. Ok. Alors, Éloi est dans le chat parce qu'il vient de dire coucou, vive la BD. Et Nikita qui dit allez-y, c'est bon, j'ai commandé, ça a l'air trop bien, craquage immédiat en découvrant l'Insta. Bah, trop cool. J'aime bien quand ça vous plaît. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Ok, mais du coup, ouais, c'est assez ouf, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de discuter un peu de tout ça, parce que je garde un peu de spontanéité pour l'émission, mais du coup, c'est vrai que c'est cool de montrer en fait que, c'est ce que j'aime bien aussi sur l'émission, c'est que c'est pas forcément des parcours tout tracés, c'est que des fois, en fait, on prend des chemins un petit peu sinueux. Et là, du coup, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment un coup de cœur que tu as eu en faisant, à force de faire. Quoi. Et en fait, vraiment, même la vraie rencontre, c'est avec la typographie, en fait, parce que c'est vrai que j'étais assez familier par ma proximité avec les livres et ma culture que j'ai développée voilà, un peu tout seul de mon côté. Ouais. Et quand j'ai vraiment découvert le monde de la typographie, donc j'avais déjà eu une sorte de mise en bouche avec le design graphique, mais vraiment la typo, c'était quasiment comme ouvrir une porte et tu te dis, il y a un autre monde encore, un autre champ des possibles. Un monde merveilleux mais c'était fou, quoi. Je me dis, mais c'était à la fois l'alliance du texte et à la fois l'alliance de la forme, en fait. Et ouais, je suis tombé fou amoureux de ça. Et c'est pour ça que je comptais pas mon temps, je comptais pas mes heures pour me former à ça. C'était un pur plaisir. Et c'est toujours un pur plaisir d'ailleurs aujourd'hui d'en faire, même plus de 10 ans après, quoi. Et donc ouais, c'était une vraie rencontre à ce moment-là, quoi. Et c'est pour ça que finalement, travailler dans l'édition, du côté des beaux livres, ça permettait ça justement de lier les deux, en fait. Parce que quand on fait un beau livre, chaque page est une composition et une création en soi. Donc c'est vrai que c'est en travaillant avec les graphistes chez Flammarion que je me suis dit ça serait quand même cool de passer de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup de métiers en fait qui sont comme ça où les gens quand ils voient des livres en fait, alors souvent on aime bien les beaux livres, mais on se rend pas compte en fait du travail qu'il y a derrière. Les typographies en fait pour les gens, elles existent et en fait c'est pas forcément quelqu'un derrière qui a travaillé le truc, qui a sélectionné la bonne typo. Et c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter pour parler un petit peu de ça, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est très, comme souvent dans le design, mine de rien, très invisible pour les gens. En fait, c'est des choses qu'on voit tellement souvent qu'on ne se pose pas la question de se dire qu'il y a quelqu'un derrière. Donc c'est bien de montrer qu'il y a un petit taf derrière, donc on reparlera un petit peu de ça. Et souvent, on s'arrête vraiment à la couverture des livres, des romans ou des poches même, c'est ce qui est le plus accessible pour les gens. Et c'est vrai qu'ils n'imaginent pas que quand on achète un livre d'art ou même un livre de cuisine qui sont très illustrés, donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le département des livres illustrés. En fait, c'est la grande famille des livres illustrés. Et les beaux livres sont une partie des livres illustrés, en fait. Et on ne se dit pas qu'en fait, il y a une direction artistique, il y a un choix de typo et il y a un choix de composition sur chaque page qui est vraiment pensé pour créer un rythme à la fois au fil des pages et à la fois une homogénéité sur l'ensemble du livre. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais pour ceux qui sont vraiment... Oula, j'ai sifflé, pardon. Pour ceux qui ne sont vraiment pas de ce milieu créatif-là, la typographie, c'est ce qu'on appelle plus communément les polices. Donc en fait, c'est les écritures que vous allez trouver quand vous ouvrez votre livre, tout simplement. Et en fait, c'est bien des gens qui les créent. Il y a bien des gens qui ont passé du temps à faire en sorte que tout soit bien équilibré pour que ce soit le plus lisible possible pour vous. Ou pas lisible, parce que des fois, c'est aussi un parti pris. Mais voilà, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on ouvre un livre, mais c'est beaucoup de gens qui travaillent derrière.
Donc des fois, si vous posez la question de pourquoi un livre est cher, dites-vous qu'en plus du prix des matériaux, il y a aussi des gens qui travaillent dur derrière. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu important de dire ça, parce qu'on oublie un peu souvent qu'il y a des gens derrière. On reparlera un petit peu d'édition après, mais on va parler un peu du coup des nuanciers typologie. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer un peu tout sur ce projet? C'est vrai que tu es assez connu pour ce projet-là, mais comment il est né, comment tu as eu l'idée, quel a été le processus derrière? On va montrer, tu peux les montrer en même temps, et puis je montrerai des images après. Ouais, carrément. En fait, ça c'est le premier. Du coup, le noir c'est le premier. Il y en a 3 actuellement. Donc la collection s'est vraiment ouverte avec le noir. De toute façon, je vais mettre les photos, on verra mieux. Voilà. Et ensuite, il y a eu le rouge et ensuite le bleu qui vient juste de sortir, enfin en fin d'année. Et en fait, c'est vraiment des nuanciers j'appelle ça des nuanciers typographiques. Donc c'est vraiment comme des nuanciers de couleurs. Sauf qu'à la place des palettes de couleurs qu'on peut avoir dans un nuancier, il y a des polices de caractères qui sont imprimées, qui sont vraiment sélectionnées sur chaque édition. Et en fait, chaque édition représente un pays en soi. Donc le noir, c'est les fonderies françaises. Le rouge, c'est les Suisses. Et le bleu, c'est les fonderies britanniques, du coup. Et en fait, c'est né vraiment d'une idée toute bête, quasiment d'une frustration en fait, au quotidien. C'est vrai que quand on fait du graphisme, la typo, c'est toujours la base de notre création. C'est vrai, à la fois avec les couleurs, avec le format, avec le choix des matières, on commence toujours par une typo, quoi. Et en fait, c'est vrai que moi, j'allais, comme la plupart des graphistes, toujours vers les mêmes. On a un peu nos marottes, on a un peu de petites habitudes. Voilà, les petites œillères, là. Et je me suis dit, j'aimerais bien sortir de ma zone de confort, en fait, mais j'aimerais bien le faire avec un objet, quoi. Et avec les objets qu'on peut avoir sur notre bureau au quotidien. Et je me suis dit, ça serait trop bien d'avoir un pantonnet de la typo, quoi. Et là, ça a vraiment fait tilt. Donc je commence un peu à en parler autour de moi. C'était vraiment en 2019-2020. Et je dis, mais ça doit forcément exister. Donc je regarde sur Internet. Rien. Je fais genre bizarre. J'en parle avec des potes. Ils me font, si, ça existe et tout. Je fais, est-ce que tu en connais? Je fais, non, personne n'en connaissait. Donc je dis, il y a peut-être un truc à creuser, quoi. Et donc le Covid est arrivé à ce moment-là. J'ai eu du temps, en fait, tu vois. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de le lancer. Et je pensais que c'était une bonne idée. Enfin, je crois qu'il y avait un truc à creuser, mais je n'étais pas du tout sûr comment ça allait prendre. Donc j'ai vraiment fait. Je me suis dit, je vais faire un Kickstarter, en fait, avec une pré-campagne de précommande. Un peu la température du truc. Donc j'ai eu la chance vu que on avait déjà une revue pendant mes études. Donc on avait déjà publié de la typographie, donc je connaissais déjà pas mal de fonderies. Des gens avec qui j'en ai déjà bossé, on a déjà publié des fontes en avance dans la revue. Donc j'ai déjà un peu demandé un peu à tout le monde si ça les intéressait. C'est aussi pour ça que le premier est français, parce que c'est là où je connaissais le plus de gens, quoi, à la base. Et tout le monde a accepté, tout le monde était hyper enthousiaste. Et j'ai demandé à Philippe Appelois d'écrire une préface aussi. Donc alors, est-ce que tu peux expliquer qui est Philippe Appelois? C'est un grand monsieur du design français qui a fait beaucoup d'identités et beaucoup d'affiches pour des institutions culturelles et muséales en France. Donc voilà, on a eu la chance de... C'est assez ouf. Ouais, c'était assez ouf. Qu'on se le dise quand même. Parce que moi, quand j'ai vu que c'était lui qui avait fait la préface, j'étais un peu en mode... Ok, d'accord, monsieur. En fait, Philippe Appelois, on s'est rencontrés pendant qu'on avait notre revue. Il a tenu une chronique dans notre revue, en fait. Trop bien. Voilà. Et à la fin des chroniques, il a eu 4 chroniques dans notre revue. Et nous, quand on avait arrêté la maison d'édition, on s'est tous splittés à la fin. Il nous avait proposé d'en faire un livre, en fait, de texte. Donc c'est un livre qu'on a publié, qui s'appelle Chronique graphique, et qui est son seul livre de texte, en fait. Donc en fait, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et on s'est très bien entendu. C'est un sacré honneur, en vrai. C'est très content. Parce que c'est vrai que si vous ne connaissez pas, c'est un peu dur de se rendre compte, mais c'est vrai que quand on fait des études de graphisme, c'est un nom qui sort quand même assez régulièrement. Oui, j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer, et il m'a vraiment pris sous son aile, en fait, aussi pendant tout ce temps-là. On a commencé à travailler ensemble dans son studio sur des projets. Et du coup, je pense que le fait de l'avoir publié aussi, il a un rapport très intime au texte et à la littérature aussi. Donc, du coup, on a eu vraiment cette connivence-là depuis le début. Et du coup, quand je lui ai proposé de préfacer le premier nuancier, il a tout accepté, sans y croire d'ailleurs particulièrement, parce que pour lui, les fonderies étaient numériques. Il ne voyait pas spécialement l'intérêt d'ailleurs de publier des fontes en papier, ce qui est assez anachronique d'ailleurs. Ouais, mais là, tu vois, il y a alors John Bertolini qui dit « tellement plus agréable en main que de chercher la bonne typo pendant 2 jours sur Illustrator ». Merci. Donc comme quoi. Même, je trouve ça hyper important de se rendre compte de
en fait, à l'œil, ça rend pas du tout pareil sur papier ou sur écran. Et puis, alors, pour ceux qui se demandent, parce que c'est vrai que moi, je me posais la question, c'est des beaux bébés. Hein. Vous avez de quoi faire. Il y en a combien par édition Alors, sur le premier, il y en avait 130. Et après, sinon, il y en a 100 de chaque. Et en fait, on a augmenté le papier entre le 1 et 2, ce qui fait qu'il y a moins de pages, mais qui font la même épaisseur. Mais oui, c'est des lingots. Donc, il y a de quoi faire. Quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'en ai vu que je ne connais même pas. Donc, c'est cool d'en redécouvrir. C'est ça que moi j'ai mis un peu de temps, pas forcément à m'intéresser à la typographie, mais à vraiment aller un peu plus en profondeur dedans. Donc c'est très très cool de voir un petit peu Merci tout beaucoup. Ça. Et du coup, donc tu as des préfaces. Donc qui a fait les préfaces pour les autres pays du coup Alors du coup, pour le premier, il y avait donc Philippe Appelois. Il y a Geoffrey Dorn aussi, qui est un graphiste qui a écrit une préface dedans. Et en fait, l'idée, pour chaque édition, donc c'est vraiment d'inviter que des gens de chaque pays. En fait, c'est un peu une contrainte que je me suis mis au début, qui devient un peu compliquée des fois. C'est un peu des challenges qu'on se met au début, mais quand il faut le reproduire à chaque fois pour chaque édition, ça peut être un peu compliqué. Mais pari tenu pour les trois. Donc pour le premier, oui, il y a Philippe Appelois et Geoffrey Dorn. Moi aussi, j'ai créé un petit avant-propos au début. Il n'y a que des fonderies du coup qui sont françaises, et il y a un lettrage aussi d'un artiste en couverture qui s'appelle Stéphane Lopez dessus. Pour le rouge, du coup, il y a une préface de Roger Châtelain, qui est un auteur qui a écrit des livres sur la typographie suisse. Donc ça, l'essai est plus long, donc lui, il est le seul à le préfacer, avec un lettrage de Rilsi, qui est un artiste aussi suisse qui vit à Berlin et qui est plutôt urbain, qui fait vraiment du style de lettering urbain. Je fais un petit aparté sur le sujet, mais si vous voulez voir un peu plus le travail de Rilsi, tu as fait une vidéo en collaboration avec Antoine. Oui, totalement. Antoine qui est chroniqueur parfois sur l'émission. Donc si vous voulez aller sur la chaîne d'Antoine, je pense qu'il y a le... Voilà, il y a le petit lien. Vous pouvez aller voir la chaîne d'Antoine, et il avait fait une vidéo effectivement en collaboration avec toi. Oui, c'était à l'occasion du 2, exactement. On avait invité Rilsi à Paris, et voilà, pour bien optimiser son temps, on avait fait une vidéo avec... sa vidéo. J'ai bu toutes ses paroles. C'est rare que je regarde une vidéo YouTube en entière, et j'avais adoré celle-ci. Donc, un super moment, vraiment, allez-y, les yeux fermés. C'était super. Et donc, voilà, on a aussi que des fonderies suisses, du coup. Et le dernier, c'est le bleu, qui est sorti en fin d'année, donc que des fonderies britanniques, et préfacé par Neville Brody. Donc là, j'ai aussi beaucoup de chance qu'il a accepté. C'est huge. C'est fou. Mais jusqu'au dernier moment, je ne pensais pas avoir une préface d'un anglais, vraiment, parce que c'était beaucoup plus difficile, finalement. Peut-être parce que je m'y suis pris plus au dernier moment aussi, accessoirement. Et je ne le connaissais pas du tout. Il a juste demandé d'avoir des exemplaires, et il a accepté comme ça, les yeux fermés. Bon deal. Donc, trop bien. Sans être payé en plus. Donc, voilà, comme quoi des fois. Monsieur. Et après, c'est un lettrage de Seb Lester, qui est un calligraphe aussi. Plutôt de calligraphie, mais également lettrage anglais. Donc, qui a fait cette petite beauté. Dont on a fait des déclinaisons ensuite dans les goodies. Donc en plus d'avoir plein de typographies, et c'est hyper intéressant de voir un petit peu tout ça, vous avez des préfaces de grands noms du design, et en plus la couverture, elle est hyper stylée aussi, et elle est travaillée à chaque fois. En fait, c'est vraiment des cartes blanches qui sont données à chaque fois. Moi, j'ai vraiment pensé la première de couverture pour que ce soit vraiment une sorte de canevas qui puisse se décliner assez facilement, avec vraiment une couleur identifiable qui est en couverture et qui est ensuite sur les intercalaires de l'intérieur. Hop, ici. Et ce que je dis vraiment aux artistes, je leur dis vraiment, vous avez ce format-là, ça va être en vernis sélectif, en ton sur ton, et vraiment, il faut écrire du coup Swiss Foundries, French Foundries et British Foundries, et après, il faut ce que vous voulez, quoi. Donc il y a vraiment ce côté un peu assez ludique aussi, de jouer, chacun l'a vraiment expérimenté à sa façon. Et est-ce que tu penses déjà au prochain, là, ou... Il y a une petite pause en attendant, parce que c'est quand même pas mal de travail, mais j'aimerais encore... En plus, tu as fait les trois plus... Les trois pays les plus connus, entre guillemets. En Europe en tout cas. Il y a encore l'Allemagne qui a encore de jolies choses vraiment en Europe. Après, il faudrait peut-être jumeler des régions, Portugal, Espagne, Italie, peut-être, parce qu'il y a une tradition typo qui est peut-être un peu moins grande, mais il y a vraiment des super trucs un peu plus éparpillés. Et sinon, après, le Graal, ce serait les États-Unis, parce que, mais limite, il faudra en faire deux, parce que il y a tellement... Les États-Unis, c'est big, donc on y va. Mais j'ai peur qu'ils soient un peu embêtants en termes de droit, quoi. Donc, Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette question-là. C'est ça. Et du coup, quand tu les as fait, tu as vraiment identifié un style différent par pays? Oui, clairement. Mais surtout, ça va entre français et britannique, c'est assez similaire, je trouve.
Mais les Suisses, c'était un peu un cliché, mais c'était plus dur de trouver des typographies plus expressives, etc. Il y avait quand même beaucoup de linéal, donc c'est des typos sans empattement. J'essaie de vulgariser. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de types de typographies différentes. D'ailleurs, elles sont. Il me semble que tu les expliques dans le nuancier, enfin, que tu as mis les grandes familles. En fait, elles sont classées par grandes familles, je dirais, et voire même par type d'utilisation. Enfin, c'est un peu une classification qui est un guide limite. Ça peut être vraiment totalement une porte d'entrée vers la typo. Et l'idée, c'est d'en faire en fait un objet qui soit à la fois pratique, mais qui soit aussi qui puisse apporter aussi du fond, et une petite pierre à l'édifice global en fait de la typo. Donc du coup, c'est pas une classification qui est un peu plus réduite quand même que les classifications classiques. Aussi pour équilibrer un peu les parties, qu'il n'y ait pas trop de typos sans empattement et peu de display par exemple, qui sont des typos de titres. Donc du coup, c'est une classification assez comme le dit flexible. si bien Guy Jaune, l'empattement, ou ce qu'on appelle du coup la sérif, c'est les petites patounes sur les lettres. Effectivement, en fait, quand vous voyez des lettres et qu'il y a des petites élongations un peu comme ça, c'est ce qu'on appelle les sérifs. Les linéales, c'est ce qu'on appelle plus couramment les typos bâtons. Donc, c'est des typos qui vont être toutes droites avec des bâtons. Et voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Parce qu'il y a plein de familles différentes en fonction des usages, en fonction de la date aussi un peu. Parce que je pense que les premières, ça devait être les sérifs, justement. Je ne suis même pas sûre. Vraiment, toute première, c'était des gothiques même. C'est vraiment des typos qui reproduisaient en fait, le tracé à la plume. Calligraphie en fait. Un peu. Exactement. C'était pas même des manuscrits, du coup, les toutes premières Alors, je sais pas si c'était considéré. Est-ce qu'ils les considéraient comme des. Ah, tu veux dire les moines copistes encore Ouais, même peut-être encore avant, c'est peut-être des caractères. Donc, Alors on commence avec l'écriture cunéiforme. En tout cas, vraiment, les premiers caractères en plomb, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils reproduisaient le tracé à la plume. En fait. C'est d'ailleurs pour ça que la typographie gothique, qui restait en vigueur en Allemagne pendant si longtemps, en fait, elle reproduisait effectivement le dessin des lettres des moines copistes, en fait, qui faisaient à la plume à ce moment-là. Il y a pas, on peut vraiment tant que ça n'a pas été normé avec une part d'industrialisation, évidemment, on ne pouvait pas vraiment parler de typographie en fait. Notre voyage débute au croissant fertile. Non, on en rigole, mais c'est vrai que tous les cours de typo qu'on peut avoir de manière très rapide, on commence à nous parler de l'écriture cunéiforme, qui est une des premières écritures qu'il y a eu, etc. Et voilà, et après on va un peu plus dans le fond, mais en tout cas trop cool. Et du coup, pour revenir juste sur les couvertures, comment ça s'est passé les collabs genre t'as contacté, ils ont tous accepté assez rapidement. C'est assez fou parce que quand le premier en fait le premier c'était vraiment le plus dur à faire parce qu'on n'avait même pas d'objet à ce moment-là. Donc c'est vraiment juste un projet, une vision de l'esprit. Donc on avait fait des mock-ups ou des 3D qui n'étaient pas très réussis d'ailleurs, mais ça a suffi pour convaincre les gens. En tout cas, je pense que le concept était assez fort en lui-même, je pense, pour convaincre les gens qui aimaient la typo. Et après, ça s'est vraiment fait comme ça, avec un petit mail dans les boîtes des gens. Et avec Stéphane, c'était ça, je lui ai proposé. Je pense aussi, l'idée pour lui et pour les gens qui travaillent dessus, c'est aussi d'avoir un peu cette idée de carte blanche qui les séduit beaucoup. À la fois pour les artistes de lettrage et pour les fonderies, c'est aussi d'avoir un espace de publication qui soit en papier. Et en plus, qui est vraiment... qui dénature pas leur typo. C'est pas des compositions, on est vraiment là pour les mettre en avant et pour créer des spécimens qui ressemblent le plus possible aux typos. Parce que du coup, pour chaque fonderie, tu as dû leur demander l'accord pour mettre à l'intérieur. En fait, il y a une part vraiment d'édito en amont, de sélection des typos. Parce qu'en fait, là maintenant, il n'y en a vraiment que 100 pour chaque édition. Mais il y en a des centaines et des centaines. Donc la première étape, c'est sélectionner les fonderies. Sachant que j'ai un peu l'envie... Ça t'a pris combien de temps, ça ? C'est assez long. Parce que faire la sélection... Parce que je pense que tu voulais avoir à la fois une bonne variété de choses différentes, en même temps mettre tes preuves, parce que et trouver aussi d'autres choses. Je pense que t'en as trouvé des nouvelles des fonderies carrément, à force de creuser... Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus, je trouve, maintenant. Donc c'est vrai que ça devient vraiment cool. Si on refaisait une édition française, elle serait encore plus volumineuse, je pense. Ou du moins, on devrait enlever des typos et être encore plus resserré. Mais en fait, la première étape, c'est la sélection des fonderies. Et pour moi, j'aimerais bien être le plus exhaustif possible, en fonderie en tout cas. Et après, l'idée, c'est de sélectionner des caractères
qui sont dans chaque fonderie et qui soient à la fois représentatifs de leur fonderie et de la création du pays en lui-même. En fait, pour que tout mis bout à bout, on ait vraiment une sorte de panorama de la création typo contemporaine. Oui, parce que d'ailleurs, il n'y a que des typos contemporaines, il n'y a pas les classiques Garamond, Didot, etc. Qu'on trouve partout. Donc, oui, on les connaît déjà beaucoup. Exactement, l'idée c'était vraiment de mettre une emphase sur la J'ai vu qu'il y avait Velvetine. Ouais. Des petits cœurs, j'adore. Ouais, trop. Et du coup, à force de creuser, c'est aussi par capillarité. Des fois, c'était des fonderies qui me parlaient d'autres fonderies, etc. Donc, il y a vraiment des petites fonderies, notamment chez les Anglais, où des fois, il y a juste un typographe qui est tout seul et qui a sa petite fonderie à lui. Et des fois, il y a des grosses fonderies, voilà, les mastodontes de leur pays, quoi. Il y a Marion qui dit quel taf monstrueux. Ouais. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est à la fois un très bel objet. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a bien marché. Les gens étaient... Parce que c'est vrai qu'on pense aux nuanciers, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, de couleurs, où les gens aiment déjà beaucoup cet objet-là. Et là, d'avoir, du coup, pour les typographies, de découvrir d'autres choses, c'est un bel objet. Et en plus, le contenu est hyper bon. Donc, je pense que vu que je viens vraiment de l'édition et je travaille dans des maisons d'édition avant, je pense bon background pour faire ça, quoi. Pour moi, ça ne devait pas juste être un gadget, en fait, ou un objet vraiment un peu anecdotique. Je voulais vraiment que ce soit un livre, en fait. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tous les codes du livre. Il y a une table des matières, à la fin il y a un achevé d'imprimé, il y a un index, il y a des préfaces. Donc il y a tout ce qui fait les codes du livre, l'identité d'un livre vraiment de A à Z. Mais dans un objet qui soit lui dans un format un peu atypique, en fait. Mais c'est vraiment pensé comme un livre, en fait. Pour moi, c'est vraiment une collection de livres, en fait. Si ce n'est qu'ils ont la forme de nuanciers. Non, mais c'est trop bien. Mais du coup, je trouve ça hyper smart d'avoir fait cette forme-là. Je pense que c'est un bon plan de faire ça. Oui. C'est clair, ça me coupe la chic. J'ai rien à dire, tellement c'est stylé. Non, mais trop cool, parce que c'est vrai que alors, quand j'ai annoncé ta venue sur l'émission, il y a beaucoup de gens qui se posaient un peu la question de comment le projet avait été fait, comment ça avait été pensé. Donc c'est vrai que c'est chouette de revenir un petit peu là-dessus et de voir un peu le procédé que tu as eu dessus, parce que c'est un beau bébé, quoi. Ouais, ça s'est vraiment fait petit à petit, en fait. Il n'y avait pas de... Maintenant, ça marche vraiment bien et la collection s'est vraiment diffusée d'elle-même, surtout à chaque nouvelle édition où je vois qu'on touche de nouvelles personnes. Donc c'est trop bien, mais à la base, moi, c'était vraiment une sorte de side project dans le studio parce que j'avais ce temps-là à ce moment-là, mais je n'avais pas forcément de vocation à en faire plein. Même si je pense que c'est l'habitude de créer des collections aussi, donc j'ai posé tout en amont au cas où j'aurais la possibilité, la chance d'en faire plusieurs. Mais moi, je me suis dit, même si j'en faisais un, ça m'allait très bien, quoi. Et c'est vrai qu'au début, ça a pris vraiment de fou. Les précommandes, j'ai des centaines de précommandes avant que le projet soit vraiment sorti. Donc c'est vrai que quand la campagne s'est terminée, j'avais genre qu'est-ce que je vais faire j'avais plus de 800 personnes qui attendaient le premier objet. Donc j'étais là, bon là, faut vraiment faire un truc bien parce que il y a quand même beaucoup qui l'attendent. Il y a 800 personnes derrière. Et du coup, je voulais pas décevoir les gens aussi. Donc je pense aussi pour ça qu'on a une énorme attention sur l'objet. Donc notamment sur la fabrication, la finition, à vraiment trouver un bon imprimeur. Ça a été assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de fabrication dessus. Oui, on dirait pas comme ça. Oui, mais pour un imprimeur, c'est un objet assez atypique. Oui, totalement. Il y a beaucoup de finitions en fait. Il y a deux papiers. Je voulais vraiment qu'il y ait un rendu de cartes aussi, qu'on puisse vraiment faire matcher les fontes. Donc ça, du coup, toutes les pages sont pelliculées dessus pour que ça glisse bien. Les premiers tests qu'on avait fait, les pages glissaient pas bien, donc on a refait une couche. Pelliculage, du coup, c'est une couche protectrice entre guillemets. C'est ça. C'est une couche de protection et qui permet un peu de lisser les pages entre elles et qui évite qu'elles s'accrochent entre elles. Donc le vernis sélectif, les coins arrondis et le rivet qui maintient le tout. Donc sacré boulot pour l'imprimeur. Non, c'est clair que là-dessus, mais en fait ça se voit et c'est chouette, parce que du coup effectivement le projet fonctionne bien. Donc, mais tu vois, le Covid c'était pas mal. Oui, parce que du coup, non, mais ça il y a plein de projets comme ça qui ont été lancés et c'est trop chouette de voir que d'un truc plus ou moins négatif au départ, il y a quand même des projets super cool. Ça a permis que les gens soient obligés de prendre le temps. Et qu'on puisse aussi prendre le temps de faire des choses que tu peux pas faire d'habitude, quoi. Oui, c'est clair, parce qu'un projet comme ça, en vrai, à moins de mettre un peu plein de choses en pause, c'est compliqué. Enfin, la mise en place, après, voilà, une fois que tu as fait le premier, j'imagine qu'il y a des choses qui sont automatisées, mais le premier, c'était une sacrée mission. C'était assez... comme tout, des fois on se lance et on sous-estime un peu le temps que ça va prendre. Et en même temps, c'est vraiment trop smart, parce que franchement, c'est un super bel objet.
c'est magnifique. Et en plus, c'est ultra utile parce que franchement, tu galères toujours à trouver des typos quand tu cherches pour un projet et tout. Enfin, moi, je passe des jours entiers à chercher. Et comme tu les vois toutes à la suite... puis c'est mal fait sur les logiciels. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est quand même assez mal fait. Tu peux pas vraiment les voir à côté les unes des autres correctement. C'est tout petit. Selon où tu les as trouvés. En plus, il devrait y avoir un truc dans les logiciels qui te disent typographie libre de droit, etc. Parce qu'à chaque fois, des fois, tu télécharges plein de typos et en fait, tu te rends compte que celle-ci l'est pas. Enfin, il y a des trucs qui pourraient être vachement améliorés. T'as 10 000 le plan pour faire tous tes tests. Même pour les acheter, moi, je comprends jamais. Ça m'arrive genre une fois sur deux de payer une typo et en fait, les licences c'est vrai que les termes utilisés sur les licences sont pas très clairs, donc il faut vraiment se plonger dedans et voir ce que ça veut dire, etc. Alors pour ceux qui connaissent pas les licences, en fait, donc toutes les typographies ont normalement une licence. Ça peut être des licences qu'on appelle open source, donc ça veut dire que vous pouvez utiliser les typographies et même les modifier si vous le souhaitez. Mais il y a aussi des licences qui sont payantes, donc selon l'utilisation que vous allez en faire, si c'est pour le web, si c'est pour de l'édition, si c'est pour des projets à très grande échelle ou à petite échelle, en fait les prix vont varier. Et c'est vrai que les termes utilisés dans ces licences sont assez complexes et on n'est pas du tout dans les études ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on n'est pas trop familiarisé avec ces termes-là. Donc voilà, on est tous un peu à tâtons à essayer de comprendre les trucs. Alors c'est vrai que c'est pas tout le temps et du coup, on se retrouve tous sur Google Font ou Adobe Font. Voilà, c'est tout. Il y a encore Adobe Font, il y a eu le souci que des fois tu utilises une Adobe Font et quelques mois ou quelques années après, finalement la typographie est plus sous licence Adobe et du coup, donc c'est vrai que ça peut être un peu galère. On va peut-être passer un petit peu sur l'édition du coup. Je pense qu'on a fait le tour plus ou moins des nuanciers. Mais je vous remets du coup le lien vers ton site. Comme ça, si vous voulez vous procurer les nuanciers, vous pouvez. En plus, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est quand même hyper abordable, je trouve, pour l'objet que c'est. C'est 25 € le nuancier. Et en fait, je trouve que pour la qualité du projet, c'est quand même hyper abordable parce que souvent... tout ce qui est livre, etc., sur la typographie, l'art, on est quand même sur des prix de plus en plus abordables, je trouve, mine de rien. Il faut dire ce qui est. Mais bon, pour un si bel objet... Mais je trouve que c'est... je voulais pas fermer la porte aux étudiants aussi. Donc, voilà. Et puis en plus, vu qu'on prend le parti pris de vendre exclusivement sur notre shop, du coup, on doit forcément payer des frais de port. Même si on a fait des click and collect en fin d'année. Maintenant qu'on avait des locaux au rez-de-chaussée à Paris. Mais c'est vrai que ça fait comme un panier à 30 €, ce qui, en mon sens, est quand même déjà vraiment pas mal, quoi, parce que ça reste quand même relativement cher, je trouve. Mais oui, vu l'objet, vu le nombre de personnes qui travaillent dessus, parce que pour le bleu, il y a 26 fonderies, il y a un traducteur, il y a un correcteur, il y a c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, en fait. Nous, on a l'objet qui est tout fini, en fait, mais il y a du monde qui a travaillé dessus. On est une trentaine en tout à collaborer sur un nuancier, donc c'est vrai que ça... à des échelles diverses, bien entendu, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dessus. Donc c'est vrai que je pense que ça les vaut, mais je voulais quand même que ce soit accessible au plus grand nombre aussi. Non, mais c'est chouette, je trouve, d'avoir fait ça comme ça. Guillaume qui dit « Éduquer les étudiants, c'est tirer toute la prochaine génération de graphistes vers le haut. » Ou se faire de plus en plus de concurrents. De vision. Du coup, pour la partie un peu plus édition, donc on a commencé un peu d'en parler tout à l'heure, mais du coup, quand on est spécialisé dans l'édition, c'est entre guillemets le graphisme des livres, donc que ce soit la couverture ou l'intérieur, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc c'est un peu ce que je disais, c'est des choses qu'un peu tout le monde prend pour acquis, mais il y a quand même énormément de règles à respecter, ce que les gens ne voient pas du tout. Même moi, les règles, je dois en connaître 3 sur les 10 000 qui existent. Ça a vraiment ses spécificités. Hein. Ouais. Mais du coup, je voulais voir avec toi, donc comme ça, il y a des projets à toi aussi qui passent en même temps. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer en fait pourquoi ce métier il est justement pas si simple alors qu'au premier abord on pourrait se dire que ça prend 5 minutes de faire un super livre. Déjà il y a des codes graphiques qui sont vraiment propres au livre en fait. C'est vrai que si on s'arrête juste sur la couverture, faire une couverture c'est pas faire une affiche en fait, qui est pas non plus faire un artwork ou faire une pochette de vinyle. Il y a vraiment des codes, des hiérarchies à respecter. Donc ça c'est comme le premier point. Et après, c'est vrai que ça demande quand même une sorte de palette de compétences qui sont assez transversales, parce qu'il y a à la fois la composition sur une double page, il y a la gestion des images, il y a la gestion des blancs,
Ça qui est la fameuse. Voilà, qui est, je pense, celle qui est le plus difficile à acquérir, qui demande vraiment c'est juste le temps qui permet de bien gérer sa composition et faire que ça ne flotte pas, comme disent les clients. Et cet ensemble de règles. Et après, au-delà de ça, il y a la compréhension des règles liées à un texte, en fait. Donc voilà. Après, ça, c'est le travail aussi des éditeurs et des éditrices de faire ce travail-là sur le texte de fond. Mais on doit quand même savoir bien composer, qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle des veuves et des orphelines. Donc, c'est des mots qui soient coupés en bas de colonne, qui soient seuls. Il y a des règles liées aux césures. Il y a des règles liées à ce qu'on appelle l'orthotypographie. Donc, c'est la correction des textes et l'intégration ensuite en maquette. Parce que la particularité, c'est que le designer éditorial, il a vraiment la main sur son natif, sur son fichier source jusqu'à la fin du BAT, en fait. Donc du coup, dès qu'il y a des corrections, des modifications, ça passe toujours par le graphiste. Donc c'est un peu le dépositaire de la bonne gestion de ce projet-là. Et donc c'est vrai que c'est le point de chute de toutes les personnes qui travaillent dessus, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un peu des gros mots, tous ces termes-là, les césures, les ligatures, etc. C'est plein de termes. Ouais. Quand on les dit à des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu, ils sont vraiment de quoi tu me parles. Ouais. Et c'est vrai que même pour, même pour moi, je sais qu'il y a les espaces sécables, les espaces insécables. Je n'ai jamais appris à les gérer. Et à l'heure actuelle, c'est pour ça que je ne fais pas d'édition d'ailleurs. Tant que tu n'es pas amené à travailler sur un projet IRL d'édition. En fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu comme une langue où au final, si tu la pratiques pas, c'est ultra complexe, quoi. Donc, je trouve que pour moi, c'est un des métiers du graphisme, un des domaines du graphisme qui est les plus compliqués. Ouais, c'est hyper exigeant, en fait. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on est confronté à des volumes en fait d'images et de textes qui sont très importants, en fait aussi. C'est ça la particularité. C'est que voilà, on a fait un projet où il y avait 1500 images dans le design, donc, par exemple. Et donc voilà, il faut. Après, il y a tout un tas d'outils qu'on peut mettre en place dans InDesign pour justement gérer la résolution des images ou au moins les flaguer pour éviter qu'on fasse sortir en impression des images de mauvaise qualité, par exemple. Et pareil sur les textes, il y a une manière aussi de se créer des alertes ou des routines de travail pour essayer d'avoir des compositions qui soient les plus propres possibles. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un taf énorme. Donc, tu parlais de Philippe Applewack tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est une nouvelle collection qu'on va sortir. Qui va sortir. C'est Figures, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle collection qu'on est en train de faire. Qui va sortir là bientôt, d'ici le printemps. Donc, c'est une collection Petit teasing, vous avez l'exclu. Ouais, vous avez l'exclu et le cast. En fait, c'est une collection de livres compacts de design avec un principe très simple, c'est que c'est un livre, un thème, un designer. Designer qui est le thème de son choix, son thème de prédilection. Donc Philippe Apollo a accepté d'ouvrir la collection avec son travail sur l'affiche. Et ce sera des petits livres vraiment compacts, donc ils font 9 par 12 cm, donc c'est vraiment des petits livres qui sont en couleur. J'aime trop les petits livres. Voilà. Et on a Tirsac qui a accepté de faire le deuxième aussi, et Étienne Robial le troisième. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des petits livres aussi, des portes d'entrée, comme si on était un peu dans le studio, l'atelier du designer. Ouais. Tout est à la première personne. On fait un long entretien en amont qui permet d'extraire en fait de longs extraits du designer qui parle et qu'on met en vis-à-vis de son travail et de ses œuvres phares, et aussi le lancer sur des sujets qui sont propres à son travail. C'est des pépites en vrai. C'est un peu comme un artbook en fait. Ouais, en quelque sorte. Pour l'ILU. Ouais, moi je le vois vraiment comme un peu les coulisses de son travail, exactement. Trop bien. Et des fois aussi avec des sortes de making of, des fois on peut mettre des couvertures ou des affiches qui n'ont pas été publiées, etc. Donc là par exemple, mine d'or quoi. Pour Philippe Appelot, on a fait l'entretien là en fin d'année. On est vraiment allé dans son atelier, il nous a montré plein d'affiches qui n'ont pas été publiées, des essais, des croquis. Et donc après on compile tout ça, on met faire ça dans un entretien et faire un petit bouquin que ça soit vraiment plus facile à faire qu'un nuancier. L'idée à la base de cette collection, c'était de faire une petite collection qui puisse passer entre deux nuanciers, parce que un nuancier, c'est un an de travail en fait mis bout à bout, voire 1 an et demi. Donc du coup, l'idée, c'était à la fois de rencontrer des gens dont on adore le travail, et aussi faire des projets un peu plus simples quand même. Ça fait une centaine de pages, donc c'est un peu plus simple. C'est ultra chouette, je trouve, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé du projet, donc je ne savais pas le contenu. Et du coup, là, j'ai très hâte qu'on soit au printemps, du coup. J'ai toujours hâte qu'on soit au printemps, mais là, très particulièrement. Et il y a du coup John Bertolini qui nous dit « Waouh, Étienne Robial, le créateur de l'identité de Canal+, son travail est incroyable. » Eh bien, John...
je t'invite à suivre le travail de Pierre-Yann et comme ça, tu pourras voir quand sortira ce super livre et tu auras plein de petites infos super cool. Mais c'est trop bien. Enfin, j'aime beaucoup l'idée, donc trop chouette. Et une autre question que j'avais, c'est en termes de mise en page, où est-ce que tu puises ton inspiration? Parce que c'est vrai que autant pour la création d'identité visuelle, c'est entre guillemets plus simple parce qu'on peut s'inspirer un peu de tout. Pour la mise en page, vu que c'est très normé, comment fais-tu? Ouais, c'est vrai. Déjà, je pense que comme tous les graphistes, le mieux déjà, si on veut vraiment se former à ça et s'inspirer, c'est d'ouvrir des livres, quoi, tout simplement. Mais vraiment, et en plus, franchement, moi, quand j'ai commencé, c'était il y a 10 ans à peu près, il y avait moins de richesse quand même graphique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffisait d'aller juste dans une librairie, d'aller au rayon livre illustré, et il y a genre pépite sur pépite, quoi. De prendre son petit téléphone et de photographier les doubles pages qui nous intéressent. Et l'idée, c'est un peu, je pense, de se faire un peu une sorte de bibliothèque mentale d'images perso, ou qu'on peut même photographier dedans, et ensuite stocker sur son ordinateur. Mais ça, c'est vrai que je pense que c'est le mieux pour se nourrir et pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et après, moi, je dirais que je suis quand même pas mal inspiré par le style suisse, quand même, c'est vrai. Enfin, du moins sur mon rapport typographique. Je sais pas du tout uniquement je fais que ça, mais c'est vrai que s'il y a bien un style... c'est un truc qui te... moi, je suis hyper sensible à ça, et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment des codes graphiques avec des filets, des aplats de couleurs, vraiment une sorte de minimalisme très travaillé. Notamment dans Figure, l'idée c'était vraiment de jouer avec ça, tout en faisant un pas de côté avec des styles un peu plus contemporains, plus affirmés. Mais c'est des styles qui ne se démodent pas, en fait. Et même dans la typologie, c'est vraiment ce style-là qui prime. L'idée à chaque fois, je trouve que c'est que la mise en page n'empiète pas nécessairement sur ce qu'on veut mettre en avant. Donc là, dans les nuancés, c'était vraiment faire parler les typographies en elles-mêmes, donc leur donner vraiment une sorte de place, et que toute la composition avec le jeu des filets, le jeu des caractères viennent vraiment les sublimer. Et dans une collection comme Figure, c'était jouer avec un petit format et créer comme ça une sorte de template, de collection qui puisse traverser le temps, quoi. Ouais, c'est vrai que souvent, je pense que les gens ont un peu peur qu'il n'y ait pas assez. Ils ont peur que ça ne suffise pas. Mais parce que c'est très difficile de faire équilibrer avec peu de choses, en fait, finalement. Et ce travail de la composition et du rythme visuel et de la hiérarchie sur une page et sur une double page, ça prend beaucoup de temps à s'acquérir. Et est-ce que ça se tienne bien avec peu de choses, en fait? Oui, puis il y a ce qu'on imagine avec l'Orelipsum. L'Orelipsum, c'est un texte de remplissage qu'on fait dans la maquette. Et après, quand tu mets le vrai texte, souvent ça pète tout. Et que tes drapeaux, ils sont tout moches et que tu as des phrases qui sont super longues. Et on ne parle pas aussi assez des traductions. Parce que pour le coup, j'ai eu à faire des traductions et c'est vrai que selon les langues, en fait, ça change absolument toute la composition. Les règles ne sont pas forcément les mêmes. Moi, j'ai appris que, par exemple, la couverture le dos du livre, selon si on est en Angleterre ou en France, ça se lit pas dans le même sens. Alors je sais plus lequel est lequel. En France, peut-être c'est de haut en bas. Enfin, du coup, nous, tu le penches vers la gauche. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pas le même sens. Les anglo-saxons, c'est vers la droite. Tu te dis, ok, il faut savoir ça en plus, tu sais. Donc il y a quand même plein de subtilités que quand on prend un livre, en fait, on sait absolument pas du tout. Ouais, c'est vrai. On va arriver sur les dernières questions. Donc si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Globalement, j'ai l'impression que ça a été assez clair parce que les gens ont plutôt bu tes paroles. Non, une des dernières questions que j'avais, c'était est-ce que du coup, avec la passion du livre, est née la passion du beau papier? Oui, du beau papier, tu veux dire le choix des papiers, le choix de la matière en tant que tel. Ouais, totalement. Ouais. En tout cas, c'est vrai que ça ouvre des possibilités vraiment, vraiment chouettes. C'est toujours le mieux quand on peut choisir son papier, mais c'est en vrai assez peu le cas parce que dans les grandes maisons d'édition, ils ont des services de fabrication, en fait. Et en plus, les grandes maisons ont des budgets alloués dans des livres. Et souvent, c'est très automatisé. Et en fait, même si les livres n'ont pas forcément le même design, ils rentrent dans une collection de formats, en fait, et de types de papier. Dans les maisons, c'est toujours comme ça. Et finalement, il y a assez, dans les maisons, je veux dire, grand public, tu vois, comme Flammarion ou Hachette, ou etc. Finalement, la marge de manœuvre n'est pas forcément très importante parce que c'est une question de coût, quoi, à la fin. Et c'est aussi pour ça, j'imagine que du coup, quand on est sur des collections et des éditions beaucoup moins connues, quand les papiers ou les formats sont beaucoup plus recherchés, sans dire que les autres ne sont pas recherchés, mais où il y a un travail qui n'est pas le même, forcément, on est sur des prix beaucoup plus élevés parce que les matériaux ne sont pas les mêmes, la recherche n'est pas les mêmes. Oui, exactement. Et puis souvent, oui, c'est
quand on est plus petit, on a des tirages qui sont plus faibles et donc du coup on a un coût d'impression qui est plus cher à l'unité. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que oui, les petites maisons souvent ou les galeries, etc. Sont plus inventifs et sont plus audacieux dans la fabrication, mais ont du coup un prix qui monte en conséquence, quoi. Ouais. C'est toujours un peu le. Mais du coup, le truc. Nous, c'est possible de faire un objet comme ça parce qu'en fait, on n'a pas d'intermédiaire aussi. Ouais. Ça, c'est qu'on dire, c'est qu'on ce parti pris un peu radical de ne pas être en librairie. Oui, parce que là, on appelle ça du coup de la micro-édition. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou vraiment l'édition indépendante, quoi, mais sans diffuseur, distributeur. C'est-à-dire qu'on prend le parti de ne pas être en librairie. Et du coup aussi de pas, on n'a pas d'intermédiaire non plus en diffusion, comme je disais. Et puis même vu que tout est fait en interne finalement au studio, on n'a pas à déléguer la partie graphique qui est très lourde bien entendu dedans. Ça nous permet aussi, c'est pour ça que le prix il est proportionnellement assez faible par rapport à la qualité de l'objet fini, parce qu'on n'a pas d'intermédiaire en fait. Il y a nous et nos lecteurs. Et ce qui est super bien parce qu'en fait, quand on fait des livres avec une maison d'édition, on a les retours de l'éditeur, etc. Mais en fait, on ne connaît pas le lecteur, on ne connaît pas le ressenti des gens qui achètent le livre. Donc ça, c'était un truc de direct. C'était le truc le plus génial avec ça. Et ce qui me donne tellement envie d'en faire à chaque fois, c'est d'avoir le retour des gens et de pouvoir voir leurs commentaires, leur enthousiasme à chaque fois. Quand ils postent des stories, qui font des unboxing, des packaging. C'est génial, quoi. Du coup, ça, c'est le meilleur truc parce qu'on a vraiment l'émerveillement des gens en direct devant nous, ce qui n'est jamais le cas habituellement. Il y a John qui dit, est-ce que tu le façonnes toi-même au niveau de l'impression ? C'est l'imprimeur qui fait ça. En fait, on fait ça chez Snell en Belgique. Du coup, c'est un super imprimeur qui édite des livres d'art beaucoup. Ouais. Et tout est fait là-bas. Donc en fait, il y a vraiment un conducteur d'imprimerie qui est super. Et ils font toutes les finitions là-bas. Nous, on fait partir ça en production et ensuite on attend impatiemment que ça. Vu le taf qu'il y a eu déjà avant, c'est ça. Là je me serais dit ok, là c'est vraiment non. Et c'est long à produire parce que ça met un mois à produire un tirage, donc c'est vrai que c'est très long pour ce type d'objet parce qu'il y a beaucoup de finitions et puis en plus rien que pour le pelliculage, il faut que toutes les pages soient imprimées, qu'elles soient séchées séparément, etc. pour qu'ensuite on puisse tout mettre ensemble et que ça se tienne bien et qu'il n'y ait pas de coulure, etc. Ouais. Et après, tous les exemplaires sont filmés à l'unité pour justement bien les protéger et qu'ils arrivent tout beaux chez nos lecteurs. Et écoute, trop cool. Merci beaucoup pour tout ça, pour toutes ces petites réponses. On va faire ce qu'on appelle le rapide et curieux. C'est des toutes petites questions ultra rapides. Ça dure généralement 1 minute. Alors, il y a une dernière petite question. J'ai peut-être pas suivi, mais est-ce que vous avez un point de vente ou est-ce qu'il est dispo sur des pop-up pour les nuanciers ? Dans notre shop. Ouais, c'est tout sur le shop en ligne. Je te le remets, Emma. Et si vous habitez à Paris, c'est la librairie Le Comptoir des mots dans le 20e, à Gambetta. Attends, je note. C'était juste à côté d'où j'habitais. Voilà. Vraiment, je passais tous les jours devant. Voilà. Trop bien cette librairie. Ils ont l'exclusivité. Donc si vous êtes sur Paris ou si vous passez sur Paris, let's go, Le Comptoir des mots. Ouais. Paris 20e, oh là là. Modération au top. Est-ce que tu es prêt pour les petites questions rapides ? Vas-y. Ok, bon, la première, elle est assez facile. Papier ou digital ? Papier. Musique ou silence ? Musique. Monochrome ou multicolore ? Monochrome. Fonderie suisse ou française ? Française. Helvetica ou Dido ? Helvetica. Passé ou futur ? Futur. Croque-monsieur parisien ou saucisson brioché lyonnais ? Je vais dire saucisson brioché. Voilà. Il n'y a pas de représailles. Hein. Je ne sais même pas ce que c'est. Donc... J'aurais dû en amener un. Observer ou faire ? Faire. Sérif ou sans sérif ? Sans sérif. Et enfin, écouter ou parler ? Parler, malheureusement. Oh, moi je suis bien. Malheureusement. Je parle un peu trop des fois. Il y a Flood, une dernière question du coup. Flood qui demande le studio comprend combien de personnes ? Alors on est 2 à temps plein, plus un stagiaire, plus un dev en freelance et après des pôles de créatifs en externe. Et en tout, on doit être à peu près 4 au quotidien. Ok, top. Eh bien, merci beaucoup. C'était trop cool. C'était hyper intéressant. Merci à vous. Je n'en doutais pas, mais...
Mais merci beaucoup d'avoir suivi l'émission avec nous, ça fait très très plaisir. Et je vais commencer à lancer le générique, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à partager l'émission, à en parler autour de vous, et puis voilà, à nous dire ce que vous en pensez aussi, ça fait toujours plaisir. Nous, on vous fait plein de bisous. Salut. Et puis on vous dit à très bientôt. Et encore merci à tous les gens qui participent de près ou de loin à cette émission, ça fait trop trop plaisir. Plein de bisous et ciao.